Ibrahim Traoré n'avait que 34 ans lorsqu'il fut propulsé à la tête d'un pays en flammes. Le Burkina Faso, pris entre les griffes de l'insécurité, de la pauvreté et d'un système néocolonial enraciné, l'avait choisi comme figure du changement. Il n'était pas un politicien traditionnel, mais un soldat du peuple, nourri aux idéaux de Sankara, forgé dans les camps et trempé dans la colère du peuple burkinabé. Dès ses premières paroles en tant que président de transition, il annonça la couleur. Notre souveraineté ne sera plus négociable. Plus jamais un seul de nos fils ne mourra pour servir les intérêts étrangers. Mais ce courage, cette audace, cette volonté de libération lui valurent rapidement les regards glacés des puissances occidentales. Très tôt, les réunions diplomatiques devinrent froides, les accords de coopération furent suspendus et les aides internationales conditionnées à une obéissance silencieuse. Mais Ibrahim ne céda pas. Il expulsa plusieurs ONG accusées de semer le désordre, dénonça les accords militaires léonins avec la France et tourna son regard vers d'autres partenaires. La Russie, la Chine, les voisins africains en quête de la même libération. C'en était trop pour les puissances occidentales. Le début des épreuves. Quelques mois après sa prise de pouvoir, les attaques terroristes se multiplièrent mystérieusement. Des zones jadis sous contrôle furent subitement inondées de combattants lourdement armés. Les services de renseignement burkinabés découvrirent que plusieurs de ces armes étaient de fabrication occidentale. Un rapport confidentiel atterrira sur le bureau de Traoré. Des puissances étrangères alimentent indirectement l'insécurité pour affaiblir le régime. Il en fut bouleversé, mais pas surpris. Dans les coulisses, les ambassadeurs occidentaux le pressaient de revoir sa position, de coopérer, d'accepter la présence stratégique de certains contingents. Lorsqu'il refusa, les pressions se firent économiques. Les transferts bancaires furent bloqués. Les importations essentielles comme les médicaments, le carburant, les pièces mécaniques furent soudainement retardées. La monnaie, arrimée au franc CFA, contrôlé par la Banque de France, devint une chaîne autour de son peuple. Qu'ils veulent m'affamer, soit, mais qu'ils affament mes enfants, c'est là qu'ils trouveront mon feu, dit-il à son cercle rapproché. Tac! La propagande. Puis vint la guerre médiatique. Les grands médias occidentaux le dépeignaient comme un jeune dictateur, un populiste dangereux, un militaire assoiffé de pouvoir. Les ONG accusaient son gouvernement de violation des droits humains. Des vidéos sorties de leur contexte circulaient, des images d'exécutions commises par des groupes terroristes étaient attribuées à l'armée burkinabé. Ibrahim voyait son image ternie dans les chancelleries, mais dans les cœurs de son peuple, il devenait un symbole. Dans les rues de Ouagadougou, les portraits de Sankara flottaient à côté des siens. Les mères priaient pour lui. Les jeunes scandaient son nom, le poing levé. Mais ce soutien populaire n'arrêtait pas la douleur. Sa famille fut visée. Son frère, professeur dans une école publique, fut arrêté sous de fausses accusations en Europe alors qu'il participait à un colloque. Ses comptes gelés, ses papiers saisis. Sa mère, malade, ne put obtenir son visa pour se faire soigner. Ibrahim enrageait. Il voyait comment, pour atteindre un homme, on pouvait briser une famille. Un jour de novembre, alors qu'il revenait d'une visite dans le Sahel, son convoi fut attaqué. Des tirs nourris, des explosions calculées. 3 soldats tombèrent et lui fut blessé au bras. Le rapport des renseignements était glaçant. Cette attaque porte la signature d'un service étranger. Il comprit alors qu'il ne s'arrêterait pas à la pression. Il le voulait mort, mais il refusa l'exil, refusa de fuir, refusa même d'intensifier ses gardes. Si je dois mourir, ce sera ici, sur cette terre que j'ai juré de libérer. Je ne veux pas devenir un autre exilé de la Révolution. La résistance. Au lieu de plier, il contre-attaqua. Il lança la fabrication locale de drones de surveillance. Il renforça les relations avec les autres pays sahéliens, créa une force régionale indépendante. Il entama la réforme agraire pour rendre la terre aux paysans. Il lança une monnaie burkinabé en phase expérimentale, loin du CFA. Il organisa une campagne massive d'alphabétisation, conscient que l'arme la plus puissante d'un peuple, c'est son esprit éveillé. Mais chaque pas était douloureux. Il manquait de ressources. Il faisait face à des sabotages internes, à des infiltrations, à des campagnes de peur. Parfois, la nuit, dans sa résidence modeste, il pleurait seul.
Pas pour lui, mais pour les enfants tués dans des villages par des terroristes armés, pour les femmes qui marchaient 20 kilomètres pour trouver de l'eau, pour les jeunes qui rêvaient d'un avenir qu'on leur volait depuis des siècles. Il tenait grâce à la foi, à la mémoire de Sankara et aux lettres des enfants. Il en gardait une dans sa poche, écrite par un garçon de 10 ans. « Merci, papa Ibrahim. Maintenant, j'ai envie de devenir militaire comme toi pour protéger le pays. » L'ultime sacrifice. Un jour, alors qu'un nouveau sommet international boycottait sa présence, il fit une déclaration qui allait marquer l'histoire. Ils nous méprisent parce que nous osons rêver debout. Ils nous punissent parce que nous refusons de leur baiser la main. Mais chaque humiliation qu'ils nous infligent est une preuve que nous touchons juste. Ils nous feront souffrir, oui, mais ce peuple n'a jamais eu peur de souffrir, car sa dignité est plus forte que la peur. Quelques jours plus tard, une délégation venue de Washington lui proposa un deal. Aide économique, sécurité renforcée, retour aux affaires. En échange, rétablir les accords militaires, permettre l'exploitation de certaines mines et quitter ses alliés non occidentaux. Il répondit simplement « Le Burkina Faso n'est pas à vendre ». Et il se leva, seul. Épilogue. Ibrahim Traoré continue à gouverner sous la menace constante, sous les pressions, sous les sabotages. Mais dans chaque école construite, chaque route réparée, chaque graine semée librement dans la terre burkinabé, il voit la preuve que la souffrance n'est pas vaine. Car l'histoire retiendra que face aux géants, un homme a refusé de plier. Un homme a souffert, oui, mais il a souffert pour un idéal, la liberté d'un peuple africain debout.